Bonjour à tous. Je vais survoler avec vous dans cette vidéo les notes de cours du chapitre 2. Nous étions rendus à parler de la loi binomiale. On avait fait l'introduction avec l'expérience de Zener pour voir qui avait ou non une perception extrasensorielle remarquable. C'était pas concluant, malheureusement, mais on a quand même manipulé la loi binomiale, donc qui était de faire un certain nombre d'essais avec une probabilité de succès connue. Donc, on va rebrasser tout ça ensemble. Je vais quand même aussi resurvoler le chapitre au complet parce que dans votre travail, vous allez avoir des questions sur les variables aléatoires, qui était le début du chapitre 2 et qui était matière à examen 1. Juste dans le cadre de ce travail-là, parce que je voulais donner la chance à tout le monde de se reprendre. Cette question-là avait été mal comprise. Donc, je veux vous donner une chance de vous reprendre à ce niveau-là. Puis, continuer avec loi binomiale, loi de Poisson par la suite. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle que dans le chapitre qui suit, on travaille avec des variables aléatoires. C'est important de mettre le X qui définit c'est quoi la variable aléatoire et d'être précis. Par exemple, dans ce qu'on avait fait ici en classe, c'était X valait le nombre de faces obtenues après 3 tirages au sort. C'était ça qui était important et non pas qu'est-ce qu'on a obtenu. C'est vraiment le nombre de faces obtenues. Et les valeurs possibles de la variable aléatoire, on les voit ici à la fin de cet arbre-là. Donc, je peux avoir eu pile, pile, pile. Dans ce cas-ci, j'avais eu 0 face. Pile, pile, face, j'ai une face. Pile, face, pile, j'ai une face, et ainsi de suite. Donc, on va avoir des variables aléatoires qui étaient discrètes. C'est ce qui nous intéresse dans le cadre de la loi binomiale. Et continuer avec la loi normale qui va venir dans le chapitre 3. Donc, si on avait survolé ça, discrète, ça veut dire que ça prend seulement des valeurs entières, comme quand je vous demande le nombre de frères et sœurs que vous avez, bien, ça ne peut pas être un nombre décimal. Tandis que continu, bien, ça pourrait être des variables qui sont décimales, comme par exemple si ça concerne une longueur du temps, des kilomètres carrés, peu importe. Donc, des variables qui ont le droit d'être décimales sans que ça arrête d'avoir du sens. Ça aussi, on a fait ce survol-là. Donc, ça dit simplement que les probabilités doivent être entre 0 et 100 ou entre 0 et 1, selon si on travaille en pourcentage ou en nombre décimal. Les distributions de probabilité, donc c'est là que la question d'examen, en fait, c'est là-dessus que la question d'examen avait rapport. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une question comme celle-ci qui vous demande de faire la distribution de probabilité? Ben, c'est d'identifier c'est quoi votre X. Donc, dans notre cas, c'est de lancer une pièce de monnaie 3 fois et le X vaut le nombre de faces obtenues après 3 lancers. Donc, les possibilités, c'est ça qu'il faut essayer de décortiquer. C'est quoi les choses qui peuvent arriver quand je lance 3 fois une pièce de monnaie? Ça se peut qu'à la fin, j'ai eu aucun, 1, 2 ou 3 faces. Donc, c'est ça qui doit aller en haut ici pour le X. Dans le cadre de votre examen, c'était X, ça représentait le gain du joueur. Donc, le gain net du joueur, c'était ça qui était à l'examen. Et donc, les possibilités, c'était ce qu'on avait gagné ou ce qu'on avait perdu si on n'avait pas remporté le gros lot. Donc, là, ici, c'est des nombres entiers. Ça pourrait être des nombres décimaux également. Donc, probabilité que ça se produise, j'ai 1/8, une chance sur 8, en fait, d'avoir aucune face. Si on regarde ici, j'avais 8 possibilités. J'avais une des possibilités qui était aucune face. Donc, j'avais 0 chance sur... Ben, en fait, j'avais une chance. Donc, une place où j'avais 0 sur toutes mes 8. Donc, une chance sur 8 ici. 3 chances sur 8 d'avoir 1. 3 chances sur 8 d'avoir 2. Et une chance sur 8 d'avoir 3 faces quand je fais mes 3 lancers. Donc, ce qui fait qu'après, je peux utiliser le tableau et je vous demande, par exemple, c'est quoi la probabilité d'avoir exactement 2 faces. Bien, j'aurais pu l'écrire comme ça ou je peux l'écrire avec un P. C'est plus ça que vous allez voir, là. Probabilité que X égale 2, c'est 3/8. Et on peut aussi le mettre en décimal. Je suis obligée d'apprendre à écrire ça par cœur avec Word, là, mais si je peux mettre en décimal, 3/8, ça fait 0,375 et donc 37,5 %. Et voilà. Ensuite, l'exercice 4,
on l'avait fait aussi ensemble. Donc, on lançait 2 dés de couleurs différentes, juste pour qu'il y ait une différence entre avoir eu le D1 qui était, par exemple, rouge. Fait un 1 sur le rouge et un 2 sur le vert, c'est pas pareil comme un 2 sur le rouge et un 1 sur le vert. C'est pour ça qu'on avait précisé les couleurs différentes. La somme, c'est ça mon X, c'est la somme. C'est pas juste les chiffres sur les dés, c'est la somme au complet. Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme somme quand je lance 2 dés? Bien, je peux avoir au minimum 2. 1 plus 1. Puis au maximum 12, puis tout ce qui est entre les deux. Et j'ai 36 manières d'avoir ces réponses-là. Oups, c'est 36 ici aussi. Donc, 36 manières d'avoir la somme de 2 dés. Donc, j'ai 6 faces différentes sur le premier, 6 faces différentes sur le deuxième. Donc, ça me fait 6 fois 6, 36 possibilités. Ici, donc, je vais avoir une seule possibilité, donc 1 sur les 2 dés pour avoir une somme de 2. Et vous pouvez faire la liste pour vous assurer que les chiffres ici sont convenables, donc que ça donne la bonne réponse. J'ai mis un exemple, celui d'avoir la somme de 5. C'est soit que j'ai 1 plus 4, 4 plus 1, 2 plus 3 ou 3 plus 2. Donc, il y a un ou entre chacune de ces possibilités. Chacune de ces possibilités, ça me fait 4 possibilités sur les 36. Donc, quelle est la probabilité que la somme soit de 4? Donc, la somme, c'est X. La somme soit de 4. Bien, je vais aller voir dans mon tableau. J'ai 3 sur 36 et je l'ai mis en pourcentage. La petite barre au-dessus du 3, ça veut dire périodique. Donc, j'ai 3, 3, 3, 3, 3 à l'infini. Les termes ici, au moins, au plus, maximum, minimum, plus de, moins de, vont revenir eux autres aussi, là, beaucoup avec la loi binomiale. Si ce n'est pas clair, je pourrais vous faire une petite charte ou quoi que ce soit. Là. Donc, il faut décortiquer qu'est-ce que ça veut dire avoir une somme, donc un X, d'au moins 4. Donc, au moins 4, c'est 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 12. Donc, c'est ce qui est écrit ici avec 3 petits points entre les deux parce que c'est long à écrire. Vous pourriez faire toute cette somme-là. Donc, je m'en vais ici. Je fais 3 36e, plus 4 36e, plus 5 36e, plus. Ou je peux prendre un raccourci. Donc, au lieu de dire, je vais prendre ceux qui sont plus grands ou égaux à 4, je peux prendre le contraire et dire, je vais prendre 100% de mes valeurs et je vais enlever celles qui sont en bas de 4. Donc, ça va me donner exactement le même principe parce que la somme ici, c'est 100%. Donc, c'est 1. Fait que soit que j'additionne toutes les valeurs ici, ou je me dis, je vais faire 1 ou 36 sur 36, je vais enlever ces deux-là. C'est ça qui est le principe là, de faire le contraire. C'est un raccourci. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste un raccourci. Donc, le résultat devrait être le même d'un sens ou de l'autre. Ça devrait être 91,66666%. Ici, quelle est la somme la plus probable? Donc, qu'est-ce qui risque le plus fort d'arriver? Je regarde simplement dans mon tableau. Je prends la plus grosse fraction ou le plus gros pourcentage. Donc, c'est celui-là ici. C'est le chiffre 7. Oups, c'est 6 sur 36 ici. Donc, le chiffre 7 a 6 chances sur 36 de survenir si on lance, en fait, pas le chiffre 7, la somme de 7. Je vais même corriger mes affaires. La somme de 7 a la plus grande probabilité de se produire. Donc, avec 6 chances sur 36. On avait survolé aussi l'espérance, que je vais vous demander de calculer, et la variance. Là, j'ai mis les calculs. Je vous rassure, ce n'est pas si compliqué que ça. Okay? Donc, j'ai mis les calculs. Je vais vous demander seulement d'interpréter l'espérance. Donc, si je regarde un tableau de distribution de probabilité, dans ce cas-ci, mon X, c'est le nombre de personnes qui sont propriétaires d'une maison dans un échantillon de 6 adultes qui a été pris dans une grande population. Donc, qu'est-ce qui peut arriver si je prends 6 adultes et je leur demande chacun à leur tour s'ils sont propriétaires d'une maison? Bien, ça se peut que personne ne réponde oui. Ça se peut qu'il y en ait juste 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc, si je veux savoir l'espérance de cette variable aléatoire-là, il faut que je me dise c'est quoi en moyenne que je devrais trouver si je recommençais constamment la même expérience aléatoire. Donc, pour ce faire, ce que je dois faire, c'est de me dire, je vais prendre chacun des X et je vais les multiplier par
leur probabilité d'arriver, plus le prochain X fois sa probabilité, plus, jusqu'à la fin. Et ça doit me donner un chiffre. Si je n'ai pas un chiffre entre 0 et 6, j'ai un problème parce que la réponse, c'est le nombre de personnes dans l'échantillon de 6 qui sont propriétaires de maison. Donc, si j'obtiens 20, j'ai un problème, j'avais juste 6 personnes. Donc, 2,204, c'est un nombre qui n'est pas possible, mais quand même, c'est juste théorique, une moyenne. Donc, 2,204 propriétaires de maison si je pige 6 personnes. Dans cette population donnée, là, il n'y a pas beaucoup de détails, mais quand même, c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça marche. Interpréter. Donc ça, il y a quand même des mots-clés là-dedans. Donc, si on refaisait cette expérience aléatoire plusieurs fois, on obtiendrait en moyenne 2,204 personnes qui sont propriétaires de maisons à chaque tirage. Ça veut dire que si je le faisais plusieurs fois, et je recommence, et je note à chaque fois la réponse à la question. En fait, je note à chaque fois combien j'ai eu de propriétaires de maison. Bien, il y a un échantillon, je vais en avoir eu 0. Là, je vais en avoir eu 4. L'autre, 2, 3, 2, 4, 2. Là, je vais continuer comme ça à accumuler tous mes résultats. Et si je fais la moyenne de tous ces résultats-là, et je fais mon échantillonnage une infinité de fois, ça veut dire que toutes mes réponses en moyenne vont me donner 2,204. Donc, si on faisait le parallèle dans les jeux de hasard, bien, vous aviez X qui était le gain net du joueur. Donc, si, par exemple, je vends des billets, 1000 billets de loterie à 50 sous chaque, le prix, c'est 250 $ si vous gagnez, et vous achetez un billet. Donc, si vous gagnez, bien, vous gagnez 250 $ moins le prix de votre billet, donc 249,50 $. Et si vous perdez, bien, vous perdez votre 50 sous, donc moins 50 sous. Donc, en moyenne, si je joue à ça tout le temps, plusieurs fois, bien, en moyenne, je vais ressortir avec moins 2,50 $ dans mes poches. Donc, je vais gagner, perdre. À un moment donné, je vais regagner et ça s'équilibre. À l'infini, je serais perdante quand même. Même si j'avais gagné plusieurs fois, je vais perdre plus souvent. Donc, au final, j'aurais perdu à ce jeu-là. Donc, c'est désavantageux pour le joueur de faire cette mise-là parce que l'espérance, elle est négative. C'est sûr qu'un jeu de hasard, il n'y en a aucun qui existe, en tout cas que je connaisse, qui a une espérance positive, sinon le vendeur perd. Donc, le vendeur doit gagner de l'argent pour faire ce genre de jeu-là. Il y avait un deuxième exemple à faire, je le laisse à votre discrétion, c'est la même chose que le premier. Pour que je puisse me plonger rapidement dans la loi binomiale. Donc, loi binomiale, c'est encore des probabilités. C'est une loi de probabilité connue. Ce qui est important dans la loi binomiale, c'est que c'est une loi pour des valeurs discrètes seulement, donc des X qui sont des entiers. Donc, je ne pourrais pas prendre le gain du joueur ou je ne pourrais pas prendre des valeurs qui sont des valeurs à virgule. Donc, quelques situations où la loi binomiale s'applique, bien, je peux lancer une pièce de monnaie à plusieurs reprises. Je peux aussi rechercher des pièces défectueuses dans un lot. Donc, je prends un lot de pièces, je ne sais pas moi, des iPhones. Puis là, ben, je me dis, c'est quoi la probabilité que dans les 1000 que j'ai devant moi, il y en ait 3 de défectueux? Bon, je calcule ça. Tirer des projectiles, bon, c'est quoi la chance que si j'en tire 50, ben, j'en ai réussi 40? Donc, ça, c'est une autre loi binomiale. L'approbation ou la désapprobation d'une politique gouvernementale, ça aussi, c'est une loi binomiale. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la nuance dans cet exemple-là. Et aussi, répondre vrai ou faux par hasard à des questions d'examen, ça aussi, c'est une loi binomiale. Ce qui est important, c'est que vous cerniez c'est quoi le X. Donc, c'est quoi votre X particulier? Donc, est-ce que c'est le nombre de projectiles qui ont atteint la cible? Est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont malades? Est-ce que c'est le nombre de bonnes réponses à un examen? Donc, c'est ça qu'il va falloir que vous cerniez. Et ensuite, vous demandez si les conditions sont remplies. Donc, on a 2 paramètres ici qui doivent être respectés. Et les paramètres, on les retrouve dans les conditions ici. Donc, je m'explique. La première des choses, c'est que vous devez faire la même expérience un nombre n fois. Donc, il ne faut pas que je laisse ça à l'infini. Donc, il faut que je dise vraiment, j'ai essayé cette expérience-là 15 fois.
où j'ai posé la question à 100 personnes, où j'ai vraiment fait des essais finis, donc un nombre fini de fois, pour que je puisse dire que la loi binomiale s'applique. Si je n'ai pas ça, ben, ce n'est pas la loi binomiale, c'est autre chose qu'on ne verra pas. Donc, mon n, ça va être un chiffre. Donc, je vais aller le placer ici éventuellement. Il faut aussi absolument que vous ayez seulement 2 résultats possibles pour utiliser la loi binomiale. Je l'ai ou je ne l'ai pas. Donc, la personne, elle est d'accord ou elle n'est pas d'accord? La cible est atteinte ou elle n'est pas atteinte? La personne, est-ce qu'elle a les cheveux noirs ou elle n'a pas les cheveux noirs? Donc, ça peut être vu comme ça aussi. Il y a seulement 2 possibilités, succès ou échec. Et à chaque fois que je passe d'une expérience à l'autre ou d'une personne à l'autre, il faut que la probabilité d'un succès demeure la même. Comme quand je lance une pièce de monnaie, j'ai toujours une chance sur 2 que ça tombe sur pile. Si, par exemple, je fais un examen et que je réponds au hasard à mes questions, j'ai 4 choix de réponse, bien, je sais que j'ai toujours 25 de chance de l'avoir d'une question à l'autre. Pas parce que j'ai eu la précédente que la suivante, j'ai plus de chances de la rater ou de l'avoir. Donc, c'est tout indépendant. Chaque expérience va être indépendante des autres, donc les probabilités ne changent pas. Là où ça pourrait être ambigu, c'est par exemple des tirages. Donc, si je prends des boules dans un boulier, je tire une boule, puis je la garde dans mes mains, je viens de changer la probabilité pour la prochaine boule. Parce que là, si je n'avais 20 au départ, je l'en garde une dans mes mains, il m'en reste 19. Fait que la chance d'en piger une autre, de la même couleur, bien, va changer. Donc, ça va être sur 19 au lieu d'être sur 20. Il faut faire attention à ça. Il faut qu'on ait des tirages avec remise ou en tout cas qu'on ait des grandes populations pour que le P ne change pas. Donc, le P, c'est la probabilité d'un succès. Puis on va l'écrire en nombre décimal, puis on va aller le placer ici dans la notation qui dit que votre variable aléatoire, lui, une binomiale, tant d'essais, telle probabilité de succès. Et dernièrement, bien ça, c'est plus, ça va de soi. Là. Donc, la variable aléatoire donne le nombre de succès obtenus lors des n reprises. Il faut juste s'assurer que quand vous utilisez x, vous utilisez l'intérieur ici, bien, vous êtes encore dans le bon x. Je vais vous montrer un exemple où ça peut porter à confusion. Je vais tout vous expliquer ça. Donc, les 4 conditions sont assez importantes à retenir, en fait, pas à retenir, mais à prendre en note parce que dans vos travaux, je vous les demande. Donc, exercice 8, la variable aléatoire qui donne le nombre de piles obtenues lorsqu'on lance une pièce de monnaie 3 fois obéit-elle à la loi normale? Bien là, je vérifie. Mon n, j'ai fait 3 essais, parfait. J'avais juste 2 résultats possibles. J'avais toujours 50 de chance de l'avoir, puis ma variable aléatoire, il faut que je la définisse comme il faut pour que ça fitte. Donc, x, c'est le nombre de piles obtenues. Exercice 9, on a mis 3 boules rouges et 7 noires dans un boulier. On pige 3 rouges de ce boulier. Excusez-moi, on pige 3 boules de ce boulier, l'une à la suite de l'autre, sans remise. Ça, c'est un petit piège, donc sans remise. Puis, on compte le nombre de boules rouges obtenues. Donc, là, le X, c'est ça qu'il va falloir que je définisse. C'est quoi qui m'intéresse? C'est les succès. C'est quoi un succès? C'est le nombre de boules rouges obtenues dans ma question. Donc, des fois, les succès, ça peut paraître quelque chose d'un peu péjoratif, un peu, ou des fois, il faut juste lire comme il faut. Donc, là, en ce moment, c'est les rouges qui sont notre succès. Quelles sont les valeurs possibles de cette variable aléatoire? Bien, quand je pige 3 boules, ça se peut qu'au final, j'ai aucune rouge, une rouge, 2 rouges ou 3 rouges. C'est toutes les possibilités. Je ne peux pas en avoir plus que 3 parce que j'ai juste 3 boules entre les mains. Si le tirage s'effectue sans remise, est-ce que la probabilité d'obtenir une boule rouge au deuxième tirage est la même que celle d'obtenir une boule rouge au premier? Ben non, parce qu'au premier tirage, je vais avoir 3 rouges sur 10. J'ai 3 sur 10. Et au deuxième tirage, j'ai soit, si j'ai déjà pigé une rouge, ben, j'aurais 2 rouges qui me restent sur 9 ou 3 rouges si j'avais pas pigé une rouge au début, sur 9. Donc, on voit que ce n'est pas du tout la même probabilité au premier et au deuxième si j'ai gardé la boule dans mes mains.
Donc, est-ce que les conditions sont respectées? Non. J'en ai une qui ne marchait pas. Même si toutes les autres marchaient, il y en a une qui n'était pas respectée. Donc, je ne peux pas dire que ça suit une loi binomiale. Je ne peux pas utiliser les calculs que je vais vous montrer. Que faire? Bien, il faudrait remettre la boule dans le boulier ou avoir un très, 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 très grand nombre de boules. Donc, des millions. Donc, là, dans PG1, ça ne changerait pas vraiment la probabilité. Si les conditions en E sont respectées, je peux écrire la notation suivante. Je peux l'écrire 3/10 ou je pourrais écrire 0,3. Donc, le calcul de la probabilité avec la loi binomiale, on va avoir notre P et notre N qui vont venir s'incruster ici dans la formule. Et il va y avoir aussi la question spécifique qui va être un chiffre, ça aussi. Donc, le K, c'est le nombre de succès qui nous intéresse. Donc, là, on a tout le temps la loi binomiale, un nombre d'essais fixe et la probabilité de succès qui est constante à chaque essai. Là, je peux me demander, bien, si je fais, par exemple, mes tirages de boules, puis que je la remets tout le temps dedans, c'est quoi la chance qu'après 3 tirages, j'en ai eu 2 rouges? Donc là, mon cas, ce serait 2, parce que précisément, je veux savoir c'est quoi les probabilités d'avoir eu 2 rouges. Donc, je regarde l'exercice ici, je vais revenir avec le calcul dans un instant. Le C, par contre, je vais revenir ici, le C, on se rappelle que c'est les combinaisons. Vous avez un raccourci sur votre calculatrice pour le faire, sinon, je vous invite à regarder vos notes précédents chapitres pour savoir comment le calculer. Donc, la loi binomiale, excusez-moi, je regardais la réponse avant la question. Hein? Donc, exercice 10, la variable aléatoire x donne le nombre de piles obtenues. C'est la pièce de monnaie 5 fois. Ça obéit à la loi binomiale, on l'a déjà vérifié, c'est juste qu'au lieu de 3, on a mis 5, c'est la même chose. Quelle est la probabilité d'observer 3 piles à la fin de tout ça? Donc, j'ai 5 essais, j'ai des succès ou des échecs, toujours 50 ma variable aléatoire est bien faite. Donc, je me demande c'est quoi la probabilité d'avoir eu 3 succès. Donc là, je me dis, c'est quoi toutes les façons d'avoir eu un 3 piles parmi les 5? Donc, c'est ce que je les ai au début, à la fin, au milieu. C'est pour ça qu'on multiplie par une combinaison, toutes les manières possibles d'avoir eu vos 3 piles lors des tirages. Deuxième morceau, c'est la probabilité d'un succès. Combien de succès m'intéresse? Bien, c'est 3. Ensuite, la probabilité d'avoir eu un échec, c'est combien d'échecs que j'ai? Bien, j'en ai ce qui reste, donc 2. S'il y avait 5 tirages, 5 lancers de pièces et 3 succès, bien, il me reste 2 échecs. Donc, c'est quoi la chance que ça se soit produit? Donc, succès, 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 échec, échec, avec toutes les manières possibles que ça se produise, bien, ça me donne 31,25 % de chance d'avoir eu, après 5 essais, d'avoir eu exactement 3 piles. Je ne peux malheureusement pas refaire cet exercice-là avec vous. Donc, on l'avait fait ensemble. On avait fait 10 essais. Et à chaque essai, vous essayez de deviner le carton que j'avais dans les mains. Et à chaque fois, vous aviez une chance sur 5 de l'avoir par pur hasard. Donc, pour déjouer le hasard, là, il fallait en avoir deviné 7, 8, 9 ou 10. Là, donc, ça, c'était plus rare. Puis, vous n'aviez réussi à peu près en moyenne 2 ou 3 là, chacun. Exercice 11. Donc, on fait juste pratiquer le calcul ici. X, c'est le nombre de boules rouges après 4 piges. Donc là, on a 4 piges et on se demande c'est quoi le nombre de boules rouges. Donc, c'est ça qui varie. Si on remet la boule dans le boulier à chaque fois, donc avec remise, c'est une loi binomiale. On a vérifié les conditions avant. Je vous demande c'est quoi la probabilité d'obtenir 2 rouges. Donc, à obtenir 2 rouges, ben, c'est d'avoir probabilité que X, donc le nombre de succès, soit égal à 2. Un succès, c'est 3/10, les 3 boules sur 10 qui sont rouges. J'en veux 2. Et les échecs, donc les autres boules, j'en veux 2 aussi pour avoir exactement la situation demandée. Puis je multiplie par combinaison de 2 parmi 4, donc le chiffre ici qui mélange tout l'ordre d'avoir eu tout ça. Donc, ça me donne 26,45 % de chance après 4 tirages d'avoir eu 2 rouges. Ici, c'est un petit piège. C'est quoi les chances d'obtenir 4 noirs? Donc, il y en a qui pourraient être tentés d'aller faire probabilité que X égale 4
Faites attention, notre variable aléatoire X concerne les rouges. Donc, il faut faire attention, il faut conserver le X qui parle de rouge, sinon il faut changer notre variable X pour d'autres choses. Donc, si je veux garder X qui sont les boules rouges, il faut se demander ce que ça signifie d'avoir 4 noirs en 4 tirages. Ça veut dire finalement que j'ai eu 0 rouge en 4 tirages. Donc, je fais le calcul, probabilité d'avoir eu 0 rouge, qui est exactement la même situation que d'avoir eu 4 noirs. Donc, 0 succès en 4. 3 dixièmes exposant 0, ça donne 1. Donc, ça donne toujours 1. Les bases exposant 0, ça donne 1. C'est calculé sur votre calculatrice, ça va vous donner la même chose. 7 dixièmes exposant 4, donc ça donne 0.2401 fois 1 fois combinaison de 0 parmi 4, ça aussi, ça donne 1 tout le temps. Donc, ça me donne 24,01 %. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une rouge? Donc là, au moins une rouge, ça va impliquer soit une soustraction avec une addition ou juste une addition. Donc, au moins une rouge, c'est une rouge et plus. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, pas 5, excusez-moi, 1, 2 ou 3. Je ne peux pas en avoir plus que ça. Donc, au lieu de calculer 1, 2 et 3, donc j'ai comme les 3 situations ici. Je sais que j'avais 4 tirages, mais j'avais juste 3 rouges. Donc, je n'avais aucune chance d'en avoir 4. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté ici. Je peux dire, je vais prendre toutes les possibilités, sauf avoir eu 0, parce que c'est exactement la même chose. Donc, toutes les possibilités, 100% des possibilités, sauf celle où j'ai eu aucune rouge. Je fais le calcul qui est identique à la question précédente, donc 0.2401 pour ce morceau-là. Donc, toutes les possibilités, sauf cette situation-là, ça me donne le contraire, donc 100% moins 24%, ça donne 75,99 %. Vous avez des tables de la loi binomiale. Donc, dans votre cahier des tables, vous avez des tables comme ça ici. Là, c'est poisson, désolé, je n'ai pas placé mes affaires. Donc, table de la loi binomiale ici. Vous avez les résultats de tous les calculs de combinaison fois le P, fois le 1 moins P exposant N moins K. Tous les résultats sont ici. Donc, si je faisais à la calculatrice un calcul, j'aurais les résultats tous répertoriés dans une table. Donc, comment ça marche? C'est que si j'ai une loi binomiale, donc X suit une loi binomiale 9 essais, par exemple, avec 25 % de chance de succès, je me demande c'est quoi la probabilité d'avoir X qui est égal à 5. Donc, 5 succès. Donc, là, ce que je fais, je cherche dans la table la probabilité. Là, c'est sûr que ça doit être des probabilités qui sont des multiples de 5 et qui sont inférieures à 50 %, sinon on ne peut pas prendre la table pour faire le calcul ou des conversions. Donc, 25 % de chance, il est ici. N, donc mon nombre d'essais, c'est 9. Et mon K, donc la question précise, c'était d'avoir 5 succès avec 9 essais, 0.25 chance de l'avoir à chaque fois. Donc, si je faisais le long calcul avec la combinaison et ainsi de suite, j'obtiendrais le chiffre 0.0389. Donc, c'est vraiment là, une façon raccourcie d'obtenir les réponses qu'on souhaite. Comme par exemple, ici, dans une certaine commission scolaire, 85 % des élèves sont droitiers et 15 % sont gauchers. On choisit au hasard et avec remise un échantillon de 20 élèves. Donc, quelle est la probabilité que cet échantillon comporte 5 élèves gauchers? Je fais juste vérifier rapidement. J'ai 20 élèves, donc j'ai un nombre fixe d'essais. J'ai la probabilité qui ne change pas, donc j'ai tout le temps 15 % de chance d'avoir un gaucher à chaque élève. J'ai soit un gaucher ou pas, donc j'ai un succès ou échec. Puis, je fais ma variable aléatoire en conséquence de ce que j'ai besoin. Donc, X, je dis que c'est le nombre d'élèves gauchers sur un échantillon de 20. Ensuite, je me dis que X, qui est le nombre d'élèves gauchers, ça suit une binomiale, 20 essais, 15 % de chance à chaque fois. Donc, si je veux répondre maintenant à la question, le 5, où est-ce qu'il va s'insérer? C'est ici. C'est la question spécifique. Donc, c'est quoi la chance d'avoir 5 gauchers dans mon échantillon de 20 quand j'ai 15 % de chance à chaque fois? Donc, j'ai demandé à mes 20 personnes,
Puis, c'est quoi les chances qu'il y a eu 5 personnes qui m'ont dit qu'ils étaient gauchers? C'était 10,28 %. Donc, j'ai 10,28 % de chance que dans mon échantillon de 20 avec ces conditions-là, j'ai eu 5 gauchers. C'est quoi la probabilité que l'échantillon compte au plus 5 élèves gauchers? Donc, au plus, c'est maximum. Donc, c'est 5 et moins, plus petit ou égal à 5. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'additionne tout ça. Ça peut devenir long de faire les calculs parmi tout ça. Là. Donc, si je fais 5, ou dans ce cas-ci, 6 longs calculs, ça peut être un bon avantage de prendre la table. Donc, la table qui est le résultat de tous les calculs, je vous le rappelle, qui sont les calculs ici. Excusez-moi, ici. Donc, chaque case de la table a fait ce calcul-là précis. Donc, c'est important là, de gagner du temps à ce niveau-là. Je suis allée trop loin, c'est ici. Donc, si je regarde ma table, je pars de 0. Donc, je regarde ici mon nombre d'essais, c'est 20. Je m'en vais à 20, je tourne les pages, je m'en vais à 20. Ici. La probabilité de succès, c'est 15 %, donc dans cette colonne-là. Et je veux additionner la probabilité d'avoir eu 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et plus 5. Donc, j'additionne tous ces nombres-là, ce que j'ai fait ici, et ça me donne 93,26 % de chance. C'est normal, j'avais juste 15 % de mon monde qui était gaucher, fait que c'est un chiffre plausible. Ça se peut des fois que vous tombiez dans des très, très petits chiffres, des très, très gros chiffres. Dites-vous, essayez de sortir du problème pour vous dire, OK, j'ai 20 personnes devant moi, c'est quoi la chance d'en avoir 5 qui sont gauchers quand d'habitude, il y en a 15 % qui sont gauchers? Fait que là, 15 %, c'est pas beaucoup, c'est pas un gros pourcentage. Fait que c'est normal que les chances d'avoir moins de 5 ou 5 et moins soient élevées. Ensuite, la probabilité que l'échantillon compte exactement 15 élèves droitiers. Là, je viens de changer mon X. Soit que je change mon X, soit que j'ajuste mon X précédent. Donc, si on a un groupe de 20, 15 droitiers, c'est la même situation que de se demander 5 gauchers. Donc, j'ai 20 personnes, je me demande c'est quoi la chance d'avoir 15 droitiers. Bien, les autres ne sont pas droitiers, donc sont gauchers. On oublie les ambidex, là, on fait juste prendre le droitier ou gaucher. Donc, c'est la même réponse que la précédente. Ici, un autre exemple. On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 4 personnes parmi 20 étudiants d'un groupe, parmi lesquels 15 ont un permis de conduire. Là, il y a beaucoup de chiffres, il faut juste être logique puis décortiquer tout ça. On étudie la variable X, qui est le nombre d'étudiants qui ont un permis de conduire dans l'échantillon. Donc, quelles sont les valeurs possibles pour cette variable aléatoire? Donc, on réfléchit. Le X, c'est quoi ma variable aléatoire? C'est le nombre d'étudiants qui ont un permis de conduire dans l'échantillon de 4. Là, il ne faut pas se tromper. Ce qu'on prélève au hasard, c'est les 4. Ce n'est pas les 20. C'est les 4 personnes dans un groupe de 20. Et là, on nous donne un autre chiffre ici pour s'aider à calculer notre probabilité. Donc là, les valeurs possibles du X sont le nombre d'étudiants qui ont un permis de conduire quand je pige 4 personnes. Ça se peut, j'en ai 0. Ça se peut que j'en ai 1, 2, 3 ou 4. Donc, tout est possible. Tout ça, c'est possible. Le nombre de personnes qui ont un permis peut varier entre 0 et 4. Est-ce que ça suit une loi binomiale, cette situation-là? Bien, oui, parce que je fais 4 essais, donc pile un nombre entier d'essais. La probabilité est un petit peu cachée ici. Là. La probabilité d'avoir un succès, dans mon cas, un succès, c'est avoir quelqu'un qui a un permis de conduire. La probabilité de succès, c'est 15 sur 20, parce que j'ai 15 personnes sur 20 étudiants qui l'ont. Donc, ça fait 75 % si on fait la conversion en pourcentage. Et vu que je fais mon échantillonnage avec remise, bien, ça reste constant d'une personne à l'autre. Donc, je remets la personne dans le lot, puis ça se peut que je la repige 2 fois. Ça peut être bizarre dans ce contexte-ci, mais oui, on peut repiger 2 fois la même personne. Donc, succès ou échec,
C'est ça qui se passe, donc je l'ai ou je ne l'ai pas. Je peux pas avoir un demi-permis, là. C'est soit un permis de conduire de toutes sortes ou aucun. Et donc, je peux dire que ma variable aléatoire X, ça suit cette loi binomiale-là de 4 essais, 75 de chance à chaque fois. Quelle est la probabilité qu'aucun étudiant de l'échantillon n'ait de permis de conduire? C'est quoi les chances que ça arrive, ça, le 0 ici? Là? Donc, c'est ça qui m'intéresse. Probabilité que X soit égal à 0, ben, je peux le faire. En fait, là, j'écris avec la table, là, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. On peut le faire avec le calcul. Sinon, si on veut le faire avec la table, il faudrait, la table s'arrête à 50 %. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de retourner le numéro pour se demander c'est quoi la situation inverse. Donc, essayer de trouver une autre variable aléatoire. Par exemple, je pourrais dire Y, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas de permis. Puis là, ben, le Y va suivre une loi binomiale qui fait encore 4 essais avec 0,25 de chance, 0,25 chance, donc 25 de chance, le contraire de l'autre. Donc, 25 de chance que ça arrive. Là, je vais pouvoir atteindre ça dans ma table. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, le 25 ici, je vais pouvoir le prendre dans ma table. Et sinon, ben, je peux faire le calcul, comme je répète, là, au long ici pour avoir la réponse directe. Je me pose la question. Avoir eu 0 personne qui avait un permis de conduire. Donc, ça veut dire que dans le fond, il y a 4 personnes qui n'ont pas de permis de conduire. Donc, probabilité que Y soit égal à 4. Donc là, si je vais voir dans ma table, ici, j'ai 4 essais. Quatre essais, 25 de chance et la probabilité qu'il y ait 4 personnes ici. Oups, ici. Donc, la probabilité qu'il y ait 4 personnes qui soient en situation de ne pas avoir de permis de conduire, c'est 0,0039. Comme vous voyez ici, 0,0039. Donc, je répète, vous pouvez créer une nouvelle variable qui est le contraire du succès qu'on voulait pour utiliser la table. Donc, ça peut être utile si j'ai une somme à faire ou en tout cas plusieurs étapes à faire. Ou je peux prendre la formule au long et tomber direct sur la réponse. Comme ça. Ensuite, quelle est la probabilité que 2 étudiants possèdent un permis de conduire? Donc, là, possède un permis de conduire, on parle de X. Donc, je peux faire X égale 2. Je fais la formule au long ou je fais le contraire encore une fois. Y. Quelle est la probabilité que 2 étudiants possèdent un permis de conduire, c'est-à-dire que 2 étudiants ne l'ont pas. Je peux faire la même chose ici. Et je tombe sur exactement la même réponse. Il y a une façon, quand on est dans une loi binomiale, de calculer rapidement l'espérance et la variance. Donc, si je regarde l'espérance, il y a un petit calcul rapide, c'est le nombre d'essais que je fais fois la probabilité. C'est super logique. Par exemple, dans mes gauchers, mes droitiers, mes permis de conduire, si je prends 4 personnes et que j'ai 75 de chance d'avoir un permis, bien, en général, je m'attends à avoir 3 personnes qui vont en avoir un sur 4, 75 Donc, le calcul ici de l'espérance, ce que j'espère avoir, c'est mon nombre d'essais fois la probabilité de succès. Donc, dans un échantillon de 4, j'espère 3 personnes avec un permis en moyenne. J'ai mis l'explication ici, vous pouvez la relire. La variance, c'est simplement une mesure de dispersion des données autour de la moyenne. Je ne vous demande pas d'interpréter tout ça, juste de le calculer. Donc, vous pouvez prendre la formule ici pour la variance et faire le calcul. Ce n'est pas un chiffre vraiment tangible qu'on peut dire exactement qu'est-ce qui se passe. Là, on pourrait l'utiliser un peu avec la loi normale, mais pas pour la loi binomiale. Vous avez ici des exercices, je ne les ai pas enlevés. Là, évidemment, vous avez déjà les notes de cours. Donc, les devoirs qui sont là, ça peut être des pratiques. Donc, vous pouvez regarder aussi le corriger, regarder comment ils sont faits les numéros et ça peut vous aider de faire vos devoirs.
la loi de Poisson. Donc, la loi de Poisson, c'est un monsieur qui s'appelait comme ça, donc Siméon Denis Poisson, qui a eu recours à la loi binomiale pour résoudre des problèmes en matière criminelle et civile. Donc, la loi de Poisson, ça ressemble à une loi binomiale, donc avec des variables discrètes, mais ça concerne des événements qui sont plutôt rares, donc des petites probabilités, et des régions. Donc, au lieu de dire que je fais 5 essais, 6 essais, bien, je vais me dire, par exemple, c'est quoi la chance d'avoir 3 visiteurs au magasin dans une période d'1 heure? Donc, c'est vraiment une région qui est déterminée. On se demande c'est quoi en moyenne que j'obtiens, puis on calcule les probabilités par rapport à ça. Ça c'est appliqué pour, par exemple, le nombre d'accidents, le nombre de suicides, le nombre de naissances de jumeaux, les véhicules qui passent à une intersection, etc. On va calculer toutes sortes de probabilités avec cette loi-là, qui est la loi de Poisson. Donc, comment on fait pour la repérer? Bien, souvent, dans la question, ça va être déjà mentionné que la variable aléatoire suit une loi de Poisson. Il faut absolument que vous ayez un intervalle. Donc, un intervalle de temps, une longueur, une surface, un volume, avec une moyenne. Donc, les conditions d'application, ça vous prend la région, comme je viens de dire, la longueur, surface, volume, intervalle de temps. Et c'est quoi le succès? Donc, qu'est-ce que je veux avoir? Et c'est quoi la moyenne dans cette région-là? Pour résoudre ce genre de probabilité-là, si votre variable aléatoire suit une loi de Poisson, donc au lieu d'un B, là, on met un PO. Donc, P majuscule O pour dire loi de Poisson. Et le petit lambda ici, la lettre grecque lambda, c'est la moyenne. En moyenne, j'ai combien de succès dans ma question? Ça va être mentionné. Les calculs pour l'espérance et la variance sont très, 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 très directs. Là. Donc, il n'y a pas de calcul. En fait, on met directement la moyenne. Et c'est spécial ici, la variance aussi vaut exactement la moyenne. Là où les calculs se corsent un peu, c'est ici. Enfin, se corse, c'est pas si pire que ça. Là. Donc, vous avez la probabilité d'un succès, x égale k succès. Et là, il faut faire ce calcul-là ici. La variable lambda, elle se retrouve dans l'exposant ici, comme base là. Là, on a un k en exposant, puis on a un k factoriel. Donc, ce n'est pas un k pour une expression normale, là, c'est un factoriel. Et vous avez la constante E ici sur votre calculatrice. Elle se retrouve, donc je vais vous la trouver, là, calculatrice Sharp. Donc, si on prend une calculatrice comme celle-ci, excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir d'avance. Donc, si on prend la calculatrice comme celle-ci, le E se retrouve habituellement autour du mot log. Donc là, le log, il a dit ça à la X, mais nous, on s'intéresse au E, donc qui est au-dessus du ln ici. Donc, trouvez le ln sur la calculatrice, vous allez trouver le E à la X. Donc, quand vous allez chercher deuxième fonction, cette touche-là, vous allez avoir déjà le E avec l'exposant qui est prêt à recevoir un exposant. Donc, là, c'est vraiment de le retrouver sur votre calculatrice qui va vous aider à faire ce calcul-là ici. Donc, E exposant moins la moyenne, soit la moyenne exposant le nombre de succès sur le nombre de succès factoriel. On va faire un exemple. Exercice 14. Les tables de valeurs qui donnent le taux de mortalité montrent qu'au cours d'une année, il meurt en moyenne 1,5 hommes de 35 ans pour 1000 hommes de ce groupe d'âge. Si on considère que le nombre de décès pour 1000 hommes de 35 ans obéit à la loi de Poisson, on écrirait ça de cette manière-là. Donc, X suit une loi de Poisson, PO, en moyenne 1,5. On se fout du 1000, on se fout du 35. C'est la moyenne sur la région suivante. Donc, 1000 hommes. Donc là, c'est juste que quand on pose la question, il faut qu'on inclue cette information-là. Donc, la probabilité d'observer 3 décès en 1 an dans un groupe de 1000 hommes de 35 ans est, donc probabilité, j'ai juste réécrit ma formule ici, donc probabilité que X soit de 3 hommes, alors qu'en moyenne, c'est 1,5. Bien là, je vais aller écrire mon E exposant moins 1,5. Donc, le lambda ici, c'est 1,5. Fois la base 1,5 exposant 3 sur 3 factoriel.
Si vous avez bien fait votre calcul, ça devrait vous donner 12,55 ou 0,1255. Ensuite, si on veut évaluer la probabilité d'obtenir 2 décès, ça c'est correct, ça c'est x égale 2, dans un groupe de 500, là c'est là que ça se corse. Bien, ça se corse aussi. Donc, tantôt, on avait une moyenne pour Mélone, là, ça nous prendrait une moyenne pour 500. Donc, je fais un produit croisé ici, 1,5 fois 500 disant 1000, ça me donne la nouvelle moyenne. Donc, si j'ai un groupe de 500 hommes, à la fin de l'année, habituellement, ils devraient, par exemple au Canada, avoir 0,75 hommes de 35 ans qui sont décédés par rapport à 500 habitants. Donc, ici, la question suivante, c'est ben, c'est quoi finalement la probabilité qu'il y en ait 2 sur 500? Ben, je vais faire le calcul avec ma nouvelle moyenne. Mon 2 va prendre la place du K et je vais avoir 13,29 %. Ça achète. Je peux aussi utiliser une table. Donc, si je veux utiliser la table de la loi de Poisson, elle se situe dans votre cahier des tables. À la fin, donc après la loi binomiale, il y a plusieurs pages de la loi binomiale. La table de la loi de Poisson aussi va avoir plusieurs pages. Vous avez toutes les moyennes ici. Il y en a plein, là. Donc, 0,1, 0,2 jusqu'à 1. Et il y a toutes les décimales comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, après 8, 9, 10. Puis après ça, bon, on saute d'un entier à l'autre parce qu'on se souvient que c'est pour des trucs qui sont quand même rares habituellement. Donc, les tables ici, bon, il faut garder des moyennes assez basses. Donc, les tables ont le lambda comme en tête ici. Et on se demande c'est quoi la probabilité qu'on recherche. Donc, probabilité d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 succès. C'est normal, hein? Plus on s'éloigne de la moyenne, ici, vous remarquez les vagues de 0. C'est très, très rare si habituellement vous avez 0,1 succès en moyenne. C'est très rare si vous faites un tirage dans la même région que vous allez avoir 7 succès. Donc, c'est assez rare. Là. La probabilité là, qui est la plus qui prime, là, ce serait 0. Donc, c'est intéressant de comprendre ce genre de vague-là. Donc, si on pratique, si X suit une loi de Poisson de 2,6, donc ça, c'est la moyenne de 2,6, c'est quoi la probabilité d'avoir 3 succès? Donc, 2,6, il est ici. C'est quoi la probabilité d'avoir 3 succès? Donc, la rencontre entre 3 et 2,6. La réponse est ici. C'est la même réponse que si vous aviez fait le long calcul qui est ici. Ce calcul-là, je le montre quand même parce que si votre probabilité ou si votre lambda n'est pas dans la table, il faut être capable de le calculer quand même. Fait que là, j'ai la réponse ici que j'ai prise dans la table. Je peux refaire la question numéro 2 de la même manière. Donc, là, ma moyenne a changé, c'est 2,5. Je veux savoir la probabilité que x soit plus grand ou égal à 2. Donc, ici, 2,5. Probabilité que x soit plus grand ou égal à 2, bien, je peux faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je peux faire beaucoup d'additions, ça va marcher. Sinon, je peux me dire, je vais faire 100 parce que chaque colonne, si vous les additionnez toutes, ça fait 100 Donc, je peux faire toute la colonne, ça donne 1, moins les deux premiers, lui et l'autre en haut. Donc, c'est ce que je fais, moi, parce que je suis un petit peu paresseuse, je trouve ce moins-là. Donc, j'ai pris ma table pour faire 1 moins la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1. Donc, je fais 1 moins la somme des deux premiers, ce qui me donne 71,21 %. Quand même, qui est un bon pourcentage. Il me reste un exemple. Après ça, on a terminé. Donc, exercice 16. Une étude effectuée sur l'affluence d'usagers de terminaux donnant accès à une banque de données a permis d'établir que le taux moyen d'arrivée des usagers au cours d'un intervalle de 2 minutes, donc on a un intervalle, déjà on sait que c'est Poisson, donc le taux moyen, c'est de 7,9 usagers pour chaque 2 minutes.
Donc, c'est le nombre d'arrivées qui s'est distribué selon une loi de Poisson. Ça, c'est encore un meilleur indice. Déterminer la probabilité de n'observer aucune arrivée au cours d'un intervalle de 2 minutes. Ça veut dire en moyenne, là, j'ai 7,9 personnes qui viennent en 2 minutes. C'est quoi les chances là, que pendant 2 minutes consécutives, j'ai rien du tout? Donc, ça peut être assez rare comme situation. Je veux savoir à quel point c'est rare. Donc, si ça se produit, est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que ça peut être un autre facteur qui a influencé? Ça peut être une étude plus poussée. Donc, j'ai ma région ici, ma moyenne. Ma région est demeurée intacte, donc 2 minutes comme dans la question. Fait que je peux directement poser la question. Opter que x soit égal à 0. Je peux aller dans ma table, je peux faire le calcul, c'est libre à vous. Donc, 7,9. 7,9 est ici. Et la probabilité d'avoir eu 0, c'est ça ici, 0,0004. C'est un peu ça que j'ai là. Ici, j'avais juste, eux autres qui ont arrondi, donc ça donnait 0,04% si on enlève 6. Donc, ça, c'est très rare. C'est normal, c'est logique. On dit qu'habitude, on a 7,9 entrées, puis là, on se demande si c'est les chances d'en avoir aucune. Ça devrait être aussi quelque chose de rare d'en avoir juste 3. Si en moyenne, j'en ai 7,9. Donc, je pose la même question. X égale 3. Je vais voir sur ma table. Ici, 0,0305, donc 3,05%. La table devient utile ici. Donc, observez entre 4 et 10 arrivées inclusivement. Là, je ne l'ai pas écrit, mais ça va être plus clair dans votre travail. Donc, entre 4 et 10 arrivées au cours d'un intervalle de 2 minutes. Le 2 minutes a été respecté, parfait. Donc, entre 4 et 10, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je peux toutes les additionner. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'additionne tous ces chiffres-là. Donc, c'est ça que je dois faire pour répondre à cette question-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'additionne tous ces chiffres-là. Imaginez, sinon, il aurait fallu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calculs avec l'exponentielle et blablabla. C'est un peu plus lourd. Donc, ça donne 78,04%. Question un peu de logique ici. Déterminer le nombre d'arrivées le plus probable au cours d'une période de 2 minutes. Ça vous prend votre table ou ça vous prend plusieurs calculs. Donc, qu'est-ce que je choisis? Bien, je prends celui qui a la plus grande probabilité d'arriver. Donc, si je regarde la colonne ici, dans 7,9, le chiffre le plus grand, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça, c'est que le chiffre le plus probable, c'est 7. Donc, le plus de succès possible, malgré qu'on aurait pu avoir l'intuition que ce soit 8, le plus probable, c'est 7. Donc, 7, c'est ma réponse ici. Quelle probabilité a-t-on d'observer deux arrivées au cours d'un intervalle de 1 minute? Là, le 1 minute vient changer mon lambda. Donc, mon lambda devient 3,95. Donc, si j'ai 3,95, je regarde dans ma table, je m'en vais voir, puis là, je suis comme, oups, je n'ai pas de 3,95. Fait qu'il faut que je prenne le calcul au long, ici. Donc, c'est ce que j'ai fait, là. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Voilà. Donc, je fais le calcul au long d'obtenir 2 arrivées. Et je remplace lambda ici, donc l'exposant, la base, et je mets le 2 en haut ici, puis en bas. Ça me donne 15,02% de chance. Donc, j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu cette matière-là. La suite n'est pas prévue à l'évaluation ou quoi que ce soit, ni au cours, donc ça a été enlevé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part.